Bonjour à tous, je suis Maud Chevalier, je suis associée dans une société qui s'appelle Enjoy Your Business. Je suis ravie d'être avec vous pour animer cette table ronde et je vais tout de suite demander à mes comparses de me rejoindre. Donc j'appelle Jean-François Huette à me rejoindre, j'appelle Christophe Guyon et puis Vincent Roux. Et on va parler aujourd'hui de logistique 4.0 avec nos témoins et notre expert. Alors bienvenue à tous les trois. Je vais vous demander peut-être de vous présenter dans un premier temps. Donc Jean-François, je vous laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Alors Jean-François Huette, je suis adhérent Leclerc. Donc je suis le patron d'un hypermarché Leclerc à Blois dans le Loir-et-Cher. J'ai démarré ma carrière en 79. Donc ça fait maintenant 40 ans. Je ne fais que ça, je ne sais faire que ça. Voilà. Et en parallèle de ça, je suis président de la Socamen, qui est l'un des 16 entrepôts logistiques régionaux de l'enseigne Leclerc depuis une dizaine d'années. Et donc dans ce cadre-là, avec les collègues, on a mis en place ce projet d'automatisation partielle de notre entrepôt, dont on va vous parler maintenant. Merci. Christophe? Bonjour à vous tous. Christophe Guyon, directeur de Socamen. J'ai la chance de travailler dans cette entreprise depuis 30 ans aujourd'hui. J'ai évolué, et ça c'est la chance que nous avons au sein du mouvement Leclerc, c'est de toujours évoluer. J'ai eu la chance d'évoluer d'un poste de chef comptable à un poste de DAF pendant 25 ans. Et ensuite l'opportunité de prendre toute la direction de Socamen et donc de piloter bien entendu avec les adhérents le projet qu'on va vous exposer tout à l'heure. Et Vincent, bienvenue. Bonjour à tous, je suis Vincent Roux, donc entrepreneur récidiviste de la région, avec des entreprises comme Intuiti, Ocode ou 50 Truck, pour ceux à qui ça parle. Et puis j'ai cofondé aussi l'accélérateur de start-up Imagination Machine avec Rob Spiro. Et je suis président de Réseau Entreprendre Atlantique en parallèle de ça, voilà, quand je ne suis pas dans mon entreprise. Très bien. Alors l'idée de cette table ronde, c'est aussi que vous puissiez intervenir. Donc vous allez pouvoir vous connecter tout au long de la table ronde sur le site evals.fr. C'est très simple, il n'y a pas d'application à télécharger. Vous vous connectez simplement sur le site, vous rentrez le code qui s'affiche derrière moi, DC20, majuscule, minuscule, peu importe. Et puis vous pouvez poser vos questions ou réagir tout au long de l'intervention. Et on aura une séquence à la fin de cette table ronde où on reprendra une partie de vos questions pour les poser à nos intervenants. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à participer et à interagir. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, on va regarder une petite vidéo pour vous montrer ce qu'est ce projet d'automatisation. C'est un gros projet qui a porté l'entreprise pendant de nombreuses années. Et l'idée, c'est de vous montrer un petit peu en images ce que reflète ce projet. Nous avions jusqu'à maintenant une centrale répartie sur plusieurs sites qui traitait l'ensemble des volumes de préparation de commandes. Et depuis 5 ou 6 ans, avec le développement important des drives sur la région Socamen, il nous a fallu faire appel à des prestataires extérieurs. Et donc, on s'est retrouvé avec des entrepôts délocalisés, déplacés dans la périphérie du Mans. Donc, on a réfléchi à rationaliser nos entrepôts en créant cet entrepôt automatisé qui est en service maintenant. On a fait le bon choix. C'était obligatoire d'y aller, quoi. Hein, un métier de préparateur, c'est compliqué, c'est fatigant, c'est voilà quoi. On n'est pas les premiers et on ne sera pas les derniers. Et ce qu'on a vu déjà en allant à gauche à droite en Europe, on a bien vu qu'il y avait des pays qui étaient beaucoup plus avancés que nous. On voulait absolument améliorer les conditions de travail, c'était le but recherché également. Et donc on a intégré ça dans notre démarche. Et c'est ce qui nous a amené à la solution qu'on a retenue, où il y a une partie qui est entièrement automatisée, c'est celle où on va porter les charges lourdes, et une partie où on est sur de l'interface homme-machine, où là les salariés ont encore leur rôle à jouer. Voir des robots arriver et donc les emplois disparaître, mais c'est pas ça, puisque c'est un vrai projet de développement d'entreprise, avec création d'emplois, avec développement des compétences. Donc ça a été de la pédagogie, beaucoup de pédagogie, de communication, beaucoup de terrain pour rassurer les gens.
On a parlé très très tôt de ce projet avec l'ensemble de nos collaborateurs à travers forcément nos réunions de comité d'entreprise, délégués du personnel. Ce n'était pas un sujet tabou. Et il ne fallait pas que ce soit un sujet tabou. Il y a eu de la formation qui a été faite. On a reçu individuellement tous les salariés, donc ce qui a permis d'avoir une espèce d'élan de la part de beaucoup de personnes sur ce projet-là. Le fait que la Socamen investisse sur des entrepôts mécanisés, ça permet aussi d'aller dans le sens du métier de la logistique qui est en sans cesse évolution depuis des années maintenant. Le fait d'automatiser facilite ce travail. Les positions sont étudiées pour être ergonomiques, pour éviter les efforts qu'on peut connaître sur un métier de préparateur de commandes conventionnel. Et ils développent également de nouvelles compétences. On a beaucoup plus besoin de techniciens de maintenance ou de gens expérimentés sur les domaines techniques. L'extension Socamen, en fait, répond aussi à un besoin des magasins d'extension d'assortiment. Nous vendons aujourd'hui beaucoup plus de références dans nos magasins qu'il y a 10 ans. L'offre s'est globalement élargie de 20 à 30%. Alors aujourd'hui, ce qui a changé dans les postes, c'est qu'un préparateur, avant, il avait une tâche de préparateur. Aujourd'hui, sur le process, il peut avoir jusqu'à 5 tâches. Et je pense que c'est un bénéfice aujourd'hui pour tous les préparateurs. C'est un nouveau travail pour eux, donc ils s'investissent. C'est moins physique, on a moins mal au dos, on a moins mal aux pieds, on apprend des choses, on est plus polyvalent. On est moins dans la répétition, écouter la vocale, faire les commandes. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense peut-être plus à m'investir dans cette entreprise que j'aurais pu le penser si j'étais restée au sol, par exemple. Pour la Socamen, c'est un grand tournant, c'est un grand virage. La Socamen rentre dans un monde industriel de par l'outil. Tout ce qui est logistique mécanisé, automatisé, c'est un nouveau métier pour nous. Donc c'était vraiment pouvoir adapter l'outil, choisir l'outil par rapport à notre contrainte. Et on ne voulait pas être tributaire d'un matériel qui nous obligeait à changer notre manière de travailler, quoi. On a eu une bonne communication entre les différents acteurs du projet, donc le promoteur GSE, l'intégrateur Vanderland et puis la Socamen. L'offre n'ira pas en diminuant dans nos magasins. On voit avec des marchands comme Amazon qui ont un catalogue produit énorme, donc il va falloir qu'on fasse le match avec ses concurrents. C'est un projet qui va permettre à nos collaborateurs de pouvoir se projeter sereinement dans l'avenir. C'est un projet vraiment réfléchi, mesuré, posé. Il a intégré énormément de facteurs humains pour nous emmener dans une nouvelle dimension logistique. C'était une très très belle expérience. Bilan plutôt positif pour l'instant. Alors il faut laisser le temps au temps pour continuer à bien roder les équipes et puis les choses se rendent bien dans l'ordre, mais globalement on est satisfait. Alors voilà ce projet d'entrepôt automatisé. Avant qu'on comprenne donc à la fois pourquoi vous avez eu besoin de développer cet entrepôt automatisé, quelques mots peut-être sur Socamen. Oui, alors la Socamen, c'est l'un des 16 entrepôts logistiques de l'enseigne Leclerc, puisque les magasins sont approvisionnés en direct auprès de nos fournisseurs à hauteur, on va dire, de 20% et 80% via cet entrepôt. En fait, l'idée, c'est d'optimiser les volumes pour optimiser les conditions d'achat de nos fournisseurs. Voilà. Donc il est situé au Mans, à Champagné dans la région du Mans. Il approvisionne une quarantaine d'hypermarchés et une cinquantaine de drives, puisque le développement des drives qui date d'il y a 5-6 ans maintenant, un petit peu plus, a généré un surcroît d'activité important. Combien de collaborateurs chez Socamen? Alors on a environ 500 collaborateurs maintenant. 515 et on continue d'embaucher. Depuis le 1er janvier, on a déjà fait encore une fois 7 CDI depuis le 1er janvier. Donc on n'arrête pas. Donc ce projet d'automatisation d'entrepôt, il est né il y a plusieurs années. C'est un projet que vous menez depuis un certain nombre d'années. Quand est-ce qu'il a démarré et pourquoi? Alors on a eu les premières réflexions il y a une dizaine d'années. Parce qu'effectivement, au moment où les drives commençaient à arriver et les magasins s'agrandissaient, nos volumes augmentaient fortement et il fallait qu'on modernise notre entrepôt. On avait fait des acquisitions foncières déjà à l'époque et puis donc se poser la question de savoir s'il fallait automatiser une partie de cette activité. Donc Christophe, vous pouvez préciser un petit peu là-dessus. Ce qu'il faut bien avoir en ligne de mire, c'est qu'en 2007, nous n'avions que 35 magasins. Et 2007, comme disait Jean-François, c'est qu'il y a eu l'explosion des drives. Et le mouvement Leclerc était assez précurseur sur le système. Et tout d'un coup, plutôt que d'avoir 35 points de livraison, on s'est retrouvé avec plus de 80 points de livraison. Donc une saturation de nos entrepôts. Saturation qui a été... Comment on a fait face à cette saturation ? Eh bien, tout simplement déjà en louant, en trouvant des entrepôts tout autour de Socamen,
que ce soit un entrepôt frais ou que ce soit un entrepôt PGC, il était important pour nous de pouvoir essayer de livrer en temps et en heure tous nos magasins. Donc le fait d'avoir des sous-traitants comme ça à l'extérieur, c'est bien et pas bien forcément, puisque ça nous fait des charges complémentaires. Et puis on a aspiré qu'à une chose, c'était de pouvoir tout rapatrier au sein de la centrale. 30% de notre activité s'est trouvée en sous-traitance comme ça, c'est énorme. Donc qui dit sous-traitance dit aussi parfois des conditions de travail qui n'étaient pas optimisées non plus. Merci. La deuxième raison, je crois, au-delà de l'essor effectivement du drive et de cette croissance d'activité à laquelle vous avez dû faire face, c'est aussi l'arrivée des grands. On va parler d'Amazon par exemple. Oui, alors effectivement, en parallèle, c'était l'époque aussi où on avait les acteurs du net qui arrivaient sur le marché français, et même si Amazon est en France depuis une vingtaine d'années, mais on voyait effectivement l'impact de l'Internet sur les ventes des hypermarchés. Vous avez dû entendre récemment qu'un certain nombre de distributeurs ont quelques problèmes. Il y a même des gens qui remettent en cause le format d'hypermarché pour les années à venir. Moi, ça fait 20 ou 30 ans que j'entends dire que l'hypermarché va être mort. Je crois qu'il faut prendre en compte évidemment les évolutions de demande de la consommation et puis les nouveaux acteurs du net notamment. Amazon intervient très fort sur le non alimentaire. Sur l'alimentaire, nous, on a fait le métier, il y a maintenant une dizaine d'années, avec le développement des drives, puisque les drives servent essentiellement des produits alimentaires pour les courses corvées. Et aujourd'hui, Leclerc, c'est 50% du marché du drive en France. Donc je pense qu'on a fait le métier. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est fini. Et de ce côté-là, je pense qu'on a pris une longueur d'avance. Et Amazon, sur l'alimentaire, aura certainement plus de difficultés parce qu'il faut effectivement une bonne connaissance des marchés, une chaîne logistique beaucoup plus pointue que sur des produits qui ne sont pas périssables. Et là, on maîtrise le sujet. Maintenant, on va s'attaquer sur le non alimentaire. On a développé également des sites internet non alimentaires et on va ouvrir au mois d'avril un portail commun pour l'ensemble des sites non alimentaires. Et donc, il fallait en parallèle mettre en place des outils d'organisation technique et logistique pour accompagner ces nouveaux acteurs qui viennent perturber le marché. Voilà. Et juste un petit point de précision, sur les hypermarchés, quand on parle des difficultés des hypermarchés, c'est plus dans les hypermarchés chez les intégrés, type Carrefour, Auchan, etc., les gens en casino qui vendent ces magasins, que chez les groupes indépendants. Pourquoi? Parce que les indépendants ont une proximité avec les consommateurs du fait de leur fonctionnement, que n'ont pas les intégrés. Et puis la taille des magasins est quand même inférieure. Même si chez nous, on a des gros magasins, la taille moyenne d'un magasin, c'est 6 000 m² chez Leclerc. Alors vous trouvez des 15 000, 20 000, 25 000 m² chez Auchan et chez Carrefour. Donc on voit la différence de stratégie. Ok, donc on comprend effectivement pourquoi vous avez eu besoin d'automatiser. Je crois que vous n'avez pas tout automatisé d'un coup. Vous avez démarré par le sec, c'est ça? Pourquoi? Alors, nous nous sommes lancés uniquement sur un process industriel sur le PGC, ce qui s'appelle les produits de grande consommation, à savoir alimentaire, liquide et DPH. Et nous avons automatisé que 50% de notre activité, 50% des volumes passent aujourd'hui dans le process. L'autre partie est restée en conventionnel, en traditionnel, c'est-à-dire ce sont des préparateurs qui se déplacent dans les allées pour aller directement monter des palettes. On a opté davantage sur le process pour tout ce qui est charge lourde, surtout dans le cadre, entre autres, de la pénibilité, parce que vous avez des colis qui pèsent très très lourd et le dos, c'est quand même la maladie du siècle aussi pour nos préparateurs de commandes, et c'est quelque chose sur lequel il fallait impérativement intervenir. Ok, donc ça c'était un des objectifs. Comment concrètement ça s'est passé? Comment vous avez démarré ce projet? Je crois que le point de départ c'est un voyage exploratoire, c'est ça? Oui, alors effectivement, avec des collègues, nous, chez Leclerc, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on est très réactif et on va voir un petit peu ce qui se passe chez les autres, ailleurs. Donc, dans ce cadre-là, on sait qu'en France, là, on était la distribution plutôt un peu en retard par rapport à d'autres pays européens dans la logistique. Et donc, on est allé en Allemagne, on est allé en Espagne, on est allé en Hollande, voir un petit peu ce que faisaient à la fois nos concurrents et à la fois des secteurs d'activité qui n'étaient pas forcément directement dans notre domaine, pour essayer d'appréhender au mieux ce qu'on pouvait faire demain. Donc, c'était une forme de benchmark en allant sur place, voir ce qui se passait. Nous avons nos amis qui habitent à Saint-Étienne-de-le-Mont-Luc, ça s'appelle l'Asca Ouest, pour ceux qui la connaissent, qui étaient déjà partis préalablement sur un système d'automatisation, mais ils ne dépalettisent pas, au colis, mais eux le font à la couche. Et comme nous avons aussi d'autres centrales sur le plan français qui travaillent avec Vitron, autant pour moi, ou Ulma, mais nous étions en France le premier à utiliser la solution avec Vanderland.
Et juste pour ceux qui ne connaissent pas Vanderland, si vous prenez l'avion, quand vous posez votre valise, c'est eux qui gèrent toute la transition entre le moment où vous mettez votre valise et le moment où la valise va monter dans l'avion. Tous ces systèmes-là sont gérés par Vanderland aujourd'hui. En fait, on a vu essentiellement 4 spécialistes du process automatisé. Donc Vanderland, qui est un Hollandais qu'on a retenu, on va vous expliquer pourquoi. Vitron, qui est un Allemand qu'on a écarté, mais qui travaille pour des collègues. Ulma, qui est un Espagnol. Et Dematic, qui est un Français, qui travaille également pour une centrale régionale en France. Ok, donc vous allez voir des prestataires potentiels, vous allez voir aussi des concurrents ou d'autres secteurs d'activité qui participent à ce voyage dans l'entreprise. Alors, nos collaborateurs, donc Christophe Guyon, le directeur de logistique de la Socamen, le directeur commercial, parce que c'est important d'avoir une vision commerciale également de cet aspect-là, et puis un groupe d'adhérents, donc de patrons de magasins Leclerc de la région. On était une petite dizaine qui ont suivi ça. Combien de temps ça prend un voyage exploratoire comme ça ? On partait 3 jours, quoi. D'accord, voilà. C'est plusieurs voyages, expéditions. Oui. D'accord. Et donc vous revenez avec un benchmark des prestataires potentiels. Votre choix est fait déjà à ce moment-là ou pas encore ? On n'est pas nous des spécialistes de ce métier. C'est un process industriel. Donc on s'est fait accompagner par une entreprise prestataire spécialisée dans la logistique qui s'appelle SDZ, qui a déjà fait des missions pour notre enseigne chez des collègues et qui eux ont une vision très large du marché, de ce marché-là, et donc qui nous ont orientés et précisé les différents avantages et inconvénients des différents process. Et à partir de là, on a fait un état des lieux complet de tout ce qu'on avait vu. On a écarté certains intervenants, on en a retenu un certain nombre et on a lancé des appels d'offres sur la base de cahiers des charges très précis, très techniques. D'accord, donc ce voyage, il vous a aidé à exprimer vos besoins, à savoir mieux rédiger ce cahier des charges, à shortlister des prestataires. Ensuite, c'est quoi la deuxième étape ? Je crois que vous intégrez quelqu'un que vous appelez un peu un interprète, puisque la relation avec ces prestataires externes, elle est un peu nouvelle pour vous sur cette partie automatisation ? En réalité, on intègre deux personnes extérieures de chez nous. D'une part, comme on dit chez nous, nous sommes des épiciers, on n'est pas des industriels. Donc il a fallu appeler une société à nos côtés, comme disait Jean-François. Il s'agit de la société SDZ, qui sont des ingénieurs en informatique, en process industriel. Et donc, ils sont venus chez nous. On a épluché tous les différents flux que nous pouvions avoir tant avec nos magasins qu'avec les industriels. Donc, ça passe par les flux EDI, forcément. Ça passe aussi par la vérification de tous les stocks, comment les rotations de stocks, etc. Tout a été bien analysé. Et puis, on s'est vite aperçu qu'on avait aussi besoin d'une ressource en interne. Et c'est la raison pour laquelle on a embauché un chef de projet qui était à la fois, qui sortait aussi d'un milieu industriel et donc qui nous a accompagnés et qui continue de nous accompagner actuellement sur ce projet-là. Puisque, bon, on n'appuie pas sur le bouton, ça ne marche pas non plus du jour au lendemain. Donc, il a fallu qu'il nous accompagne. Alors, quel profil il a, ce chef de projet, justement ? C'est qui ? Il vient d'où ? Et comment il s'intègre à l'entreprise ? Alors, c'est encore un jeune homme qui doit avoir une trentaine d'années à peu près, qui a un cursus d'ingénieur et qui a déjà travaillé dans une entreprise pour monter un peu un système similable, mais à moindre échelle. Donc, c'était dans un système pharmaceutique. Et donc, quand on l'a reçu, son profil nous plaisait et surtout, il avait l'envie de pouvoir aussi à nos côtés nous accompagner et puis créer ça. Ok. Est-ce que c'est lui qui est chargé de faire de la pédagogie en interne ? Est-ce qu'il a ce rôle un peu d'évangélisation ? Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est un ingénieur. La communication avec notre CSE ou CE à l'époque, CE, DP, CHSCT, puisque maintenant on est CSE, C2SCT, et puis nous avons aussi un syndicat. Ça se prépare bien en amont tout ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que les pelleteuses, elles arrivent, parce qu'en même temps on avait un contrat de promotion immobilière, donc il y avait de la construction. Non, ça se prépare. Ça se prépare avec eux. Donc dès l'origine du projet, une fois que ce projet a été validé avec les membres, les administrateurs qui nous ont dit OK, on va y aller. Immédiatement après, on a lancé des réunions avec le CE-DP pour les informer de notre projet. D'entrée de jeu, le mot d'ordre de notre conseil d'administration, piloté bien entendu par Jean-François Huette, c'était « il n'y aura pas de licenciement ».
Et il n'y a pas eu de licenciement, au contraire. Quand on a commencé le projet, on était 420, aujourd'hui nous sommes 515. Donc au-delà du fait qu'il y a une progression tant en termes de volume, parce que l'activité fonctionne bien chez nous, mais il a fallu faire face aussi à des embauches, plus particulièrement dans le secteur de la maintenance. Donc il y a eu tout un accompagnement qui a été fait aussi, donc réunion de CE, on les a intégrés, on a aussi fait des réunions avec l'intégralité des collaborateurs par petits groupes, et régulièrement nous allions dans les entrepôts avec eux pour leur expliquer l'état d'avancement. On les a mêlés avec nous, c'est-à-dire que même les membres du CHSCT, on les a fait participer aux postes ergonomiques. Parce que vous avez peut-être vu dans le film, il y a beaucoup d'échelles. Il fallait qu'ils soient avec nous pour faire passer le truc comme eux, ils souhaitaient aussi. Et puis, on a eu aussi la chance de pouvoir... Enfin, la chance. On a emmené 2 collaborateurs chez Vanderland en Hollande, qui sont aussi membres du CSE, et qui ont vu par leurs yeux que le système, c'était quand même pas trop mal, quoi. Donc, d'accord, donc vous avez vraiment misé sur effectivement la transparence, la communication, parce que j'imagine que ça fait peur quand on annonce au départ effectivement qu'on va automatiser un entrepôt. Quelles étaient les craintes des collaborateurs? C'est la crainte, les grandes craintes des salariés aujourd'hui, l'automatisation, l'intelligence artificielle, les robots, tout ça c'est des mots qui effraient. Pour des gens qui sont dans l'entreprise depuis de nombreuses années, ils ont tout de suite l'appréhension de perdre leur travail. Ils ont vu autour d'eux, dans d'autres environnements économiques, des postes disparaître. Sur les autoroutes, au péage, on passe avec un badge. Dans les banques, on va au distributeur de billets, on passe plus par l'agence. Donc ils ont une appréhension. Ils savent que dans la distribution demain, il y aura peut-être moins d'hôtesses de caisse. Et donc dans leur métier de préparateur de commandes, ils se disent, nous aussi, on va être mangés par la modernité. Donc ça passe par une pédagogie, comme disait Christophe, une explication bien en amont pour expliquer aux gens que non, ce nouveau mode de fonctionnement va pas supprimer leur métier, il va le modifier, il va l'élever en compétences, il va apporter une plus grande polyvalence dans ce qu'ils font, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que quand on dit robot, c'est des tâches mécaniques, mais non, on peut justement faire tourner les gens sur les postes de travail pour qu'ils occupent plusieurs fonctions. Donc ça, c'est un travail très très important de pédagogie. Alors on avait la chance aussi quand même, il faut l'avouer, d'avoir, même si c'était une contrainte au départ, une partie importante de prestataires, 30% de prestataires. Donc évidemment, quand on a arrêté les contrats avec nos prestataires, on a intégré une partie des salariés de ces prestataires dans les effectifs permanents de la SOCAMEN. Et puis on a créé une quinzaine ou une vingtaine, je n'ai plus le chiffre précis en tête, de nouveaux postes d'ingénieurs, de techniciens spécialisés, puisqu'il y a tout l'aspect maintenance. Et là, c'est un poste relativement lourd dans ce domaine-là. Et donc des emplois très hautement qualifiés, pour lesquels d'ailleurs, ce n'était pas forcément évident de trouver les profils. Mais au global, on peut dire qu'on a créé des emplois à travers ce projet. Je voudrais rester un peu sur ce point de la transparence, parce que c'est vrai qu'on sait que quand il y a un gros projet de changement comme ça, il y a ce besoin de communiquer. Concrètement, comment ça se passe? Combien de temps ça prend en amont? Vous avez démarré quand la communication et quels ont été les outils que vous avez utilisés? Je ne pourrais pas vous dire exactement la date. En tout état de cause, on a commencé à en parler avec nos collaborateurs dès à peu près 2013, à peu près. Il faut savoir aussi que... un projet qui a été inauguré en 2019. En 2019, oui. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on s'est fait accompagner sur notre projet. On s'est fait accompagner par une société extérieure, conseil en management, qui s'appelle la société Eltedia. L'idée pour nous, c'était aussi de trouver des collaborateurs évolutifs dans vos entreprises, dans nos entreprises. On a des gens qui sont en place depuis un certain nombre d'années, qui se disent à un moment ou à un autre, moi je ferais bien autre chose. Et il fallait essayer de trouver un peu la lumière dans chacun d'entre eux. Et donc l'objectif avec la société Eltedia, ça a été de les recevoir tous un par un, de leur expliquer le projet, et puis suite à une série de questions, s'ils étaient d'accord aussi ou pas de changer de poste, bien on a essayé de les... on ne les a pas imposés, on n'a pas imposé aux gens d'aller sur le process. Il fallait que ce soit une demande d'eux d'aller sur le process. C'est complètement différent l'approche derrière. Et à partir de ce moment-là, après, ça a suivi son cours. On a fait aussi des réunions de synthèse d'ordre global avec les équipes pour à chaque fois bien expliquer l'état d'avancement du process. Et puis petit à petit, on est monté en charge. On a commencé par une première équipe. Et puis alors, ce qui était assez surprenant, c'est que la première équipe, on faisait venir tous les autres aussi pour voir comment ça fonctionnait.
Et puis petit à petit, ça a mordu. Et puis voilà, maintenant on a un process qui tourne 21 heures sur 24 par jour. On se laisse 3 heures pour la maintenance préventive et pour le nettoyage. Et puis on tourne 6 jours sur 7, puisque la dernière équipe arrête le dimanche soir. Et puis voilà, quoi, pratiquement 7 jours sur 7. Alors, est-ce qu'il y a eu quand même des obstacles, des freins? J'imagine que tout le monde n'a pas été embarqué dès le début dans ce projet. Racontez-nous un peu ce qui a peut-être moins bien fonctionné. Ce qui peut un peu moins bien fonctionner, c'est que vous avez des gens qui se disent « Ok, ça m'intéresse, j'y vais », et puis on y croit, et on les met sur le process, et puis on s'aperçoit que ça ne va pas, parce que le changement de poste est assez radical. Préalablement à ces machines, il faut savoir que l'homme se déplace, le préparateur de commandes se déplace dans les allées, il a un chariot, l'ordinateur, il a un système soit d'oreillette ou il fait ça sur papier, il prend les colis, il les mettait sur les palettes et puis il monte sa palette comme ça. Il arrive à peu près à faire 100 colis à l'heure. Et puis, donc il est habitué à faire ce travail-là. Après, avec le process, il a à peu près 5 métiers différents. Il est à même à décharger les camions, il est à même à faire de l'injection de palettes dans l'entrepôt grande hauteur automatisé. Il a même de faire du défilmage de palettes, c'est-à-dire qu'on va lui dire de défilmer la palette complète sur 2 hauteurs. Il a même de faire de la dépalettisation, c'est-à-dire prendre le colis pour les mettre dans les bacs noirs. Et il a même d'intervenir sur les robots, de façon, parce qu'il peut y avoir toujours des incidents, un colis qui tombe ou quoi que ce soit. Donc 5 métiers différents. Et puis on s'aperçoit que le métier est différent et qu'on a eu 1 ou 2 échecs où il a fallu faire marche arrière avec ces gens-là. Ils étaient déçus, donc il a fallu faire beaucoup de pédagogie derrière. C'est aussi pour ça qu'on a aussi embauché un DRH. Il a fallu faire beaucoup de pédagogie pour faire comprendre que ça n'allait pas. Et puis l'obstacle après, c'est l'éclatement des équipes, où on a un peu de reproche aussi là-dessus, parce que ils sont habitués. Alors on est une entreprise, comme disait Jean-François tout à l'heure, on est assez en province, on est excentré par rapport au Mans de 20 km. On a une ancienneté très forte. Les gens étaient habitués à travailler en équipe, ils sont habitués à se connaître. Et puis du jour au lendemain, ça a éclaté. Donc ils ont du mal à se reconnaître. Ils ont eu du mal à se reconnaître un peu là-dessus aussi. Donc il faut du temps, il faut de la pédagogie et puis toujours aussi expliquer les résultats aussi. Une équipe qui va faire sa production, on tourne à peu près à 62 500 colis par jour. Il faut dire les résultats à la fin. On a des télévisions, enfin des écrans. On leur dit voilà quelle était la prod hier, est-ce qu'elle était bonne, pas bonne, pourquoi ça n'a pas été bon, qu'est-ce qu'on a eu comme panne, etc., etc. Beaucoup de pédagogie derrière. Et puis je crois qu'il y a un obstacle aussi qui est apparu, c'est cette peur de l'incident technique, puisque finalement on confie toute une partie aux machines et on se dit mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un incident technique? Alors, là, la peur de l'incident technique, c'était les adhérents, c'était ceux qui avaient investi en fait. Parce que quand on investit un budget, tout compris de l'ordre de 70 millions d'euros entre le foncier, la construction d'un bâtiment neuf, l'entrepôt frais qu'on a fait également et le process, effectivement, il ne faut pas que ça tombe en panne. Et dès qu'on parle d'informatique, d'algorithmes, tout ça, ça fait un petit peu peur. Donc, il faut des sécurités. Et là, de ce côté-là, notre prestataire nous a quand même rassurés. On n'a pas eu de pépin majeur. Bon, il ne faudrait pas que la CGT nous coupe le jus du jour au lendemain, comme ça se produit actuellement. Mais bon, voilà, la crainte, elle est là. Mais c'est un peu la crainte face à la modernité, comme chacun d'entre nous peut avoir ou a pu avoir par le passé quand on a utilisé des outils informatiques et des programmes informatiques. Et puis pour contourner ça, vous avez recruté du coup une équipe de techniciens en interne? Comme disait Jean-François aussi tout à l'heure, on a embauché 14 techniciens de maintenance et puis 2 cadres par-dessus en plus. Ils interviennent sur les niveaux 1 et 2 des réparations, bien entendu tout ce qui est graissage, et puis des remplacements de rouleaux ou des choses comme ça. Et au-delà de ça, si ça devient un petit peu trop complexe, c'est une hotline que nous avons en direct avec Vanderland. Donc Vanderland qui est basé une fois à Paris, et si ça ne marche pas, on est après directement en lien avec Vanderland en Hollande. Et en parallèle à tout ça, nous avons aussi mis en place un PCA, pour ceux qui connaissent, c'est un plan de continuité d'activité. Il faut savoir que dans notre tour, qui fait 42 mètres de haut et qui contient 35 000 emplacements, l'homme n'a pas du tout sa place à l'intérieur de tout cela. Tout est géré par ordinateur. C'est des alpinistes en fait. Oui. La moindre panne, d'ailleurs, on leur fait passer un test de vertige.
Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'une palette de petits pois, elle va être à la fois rangée à droite et puis complètement à l'opposé. Parce que si à l'intérieur de notre GHA, enfin entrepôt grande hauteur automatisé, il y a un transcoteur qui tombe en panne, il faut pouvoir toujours livrer la palette de petits pois avec le deuxième transstocker. On en a 6 comme ça à l'intérieur. D'accord. Alors, on va parler des résultats. Vous nous en avez déjà cité quelques-uns, des résultats chiffrés et puis des résultats au niveau de l'emploi. On l'a vu un petit peu dans la vidéo tout à l'heure. C'est un projet qui a vraiment stimulé l'emploi de vos collaborateurs. Bah oui, parce que comme je disais, bon, je l'ai un peu dit tout à l'heure, on a le nombre d'emplois a augmenté et puis c'était des emplois nouveaux, donc les gens sont intéressés. Même s'il y a une crainte au départ un petit peu, la crainte elle tombe au fur et à mesure de l'apprentissage de l'outil et puis progressivement les gens appréhendent bien l'outil et sont tout à fait satisfaits. Donc ça a été moteur et on a un bilan positif en termes de création d'emplois sans problème. Vous avez quoi, plus 50 emplois, c'est ça en Ne serait-ce qu'en un an, on est passé déjà de 465 à 515 en l'espace d'un an, parce qu'il y a d'autres créations à droite et à gauche d'entreprises. Mais non, on a perdu personne, hein. Au contraire. Alors, et on voyait effectivement la jeune fille dans le reportage qui avait l'air d'avoir retrouvé de l'élan dans son quotidien. Non mais ça c'est capital. Il faut que les gens se sentent bien. Quand on est bien dans son boulot, on est bien chez soi. Quand on est bien chez soi, on est bien dans son boulot. Donc c'est capital d'impulser ça. Et enfin moi, je tiens vraiment à ça, d'être près de nos collaborateurs pour essayer. C'est quand même des métiers de manutention, même si la machine apporte un gain en termes de pénibilité. Mais il faut que les gens trouvent... Je ne dis pas qu'ils sont hyper heureux en arrivant au boulot. On sait bien que travailler, ce n'est pas toujours drôle. Mais quand même, quand ils arrivent dans leur milieu de travail, qu'il y ait un maximum de choses qui soient positives pour que globalement les choses se passent bien. Bon. Vous avez vu un effet aussi en termes de marque employeur peut-être. On parlait hier lors des vœux de la difficulté que l'on a à recruter, à fidéliser. Est-ce que vous avez eu, grâce à cette innovation, peut-être plus de profils ? Alors, on est un petit peu à la traîne sur d'autres sujets, comme la création d'un site internet. On est en train de le finaliser. Notre image aujourd'hui, on est quand même une des premières entreprises sur la Sarthe, donc forcément nous sommes connus. On a une politique salariale qui, bien entendu, nous est accordée via un conseil d'administration qui est quand même pas trop mal non plus. Donc ça joue aussi tout ça. Et c'est aussi les conditions de travail qui aujourd'hui sont un grand point aujourd'hui. On cherche beaucoup, on n'arrive pas assez à trouver d'emplois qualifiés aussi, et même d'emplois préparateurs de commandes aujourd'hui, ça devient très compliqué aussi pour nous d'en trouver. Ok. La suite, c'est quoi? Vous avez donc aujourd'hui 50% des produits secs qui sont automatisés. Est-ce que c'est de passer à 100%? Est-ce que c'est développer l'automatisation peut-être du frais? Oui, alors dans le projet, on avait donc adapté un bâtiment existant, réhabiliter une partie qui était en préparation de commande picking traditionnelle pour y mettre le process automatisé. Et on avait déjà prévu de faire cette deuxième tranche. Donc on a aujourd'hui techniquement la place de faire une deuxième tranche pour préparer en totalité les produits secs, les produits lourds, les produits avec les plus grosses rotations qui sont les plus pénibles à manuter de façon traditionnelle. Maintenant, c'est aussi une question économique, c'est-à-dire quand on a investi le montant que je vous ai dit tout à l'heure, on attend un petit peu de digérer l'addition pour passer une deuxième tranche. Déjà, l'équipe, le GT, le groupe de travail d'adhérents qui ont travaillé là-dessus, se préoccupe de cette deuxième tranche et on est déjà en réflexion et on programme un petit peu le deuxième investissement sur les produits secs. On avait à l'origine aussi fait un projet sur les produits frais qu'on a abandonné. Et on a reconstruit un entrepôt traditionnel en picking sur les produits frais, parce que là, les produits sont à manipuler, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une diversité de produits beaucoup plus grande, des conditionnements beaucoup plus variés. Et on n'y retrouvait pas le gain économique, parce qu'évidemment, investir ces sommes-là, il faut qu'il y ait un intérêt. Sinon, c'est bien que ça apporte moins de pénibilité pour le travail, mais il faut qu'en parallèle, au niveau coût, on ait un gain. Est-ce que vous l'avez quantifié justement, ce gain? On va peut-être anticiper sur les slides qui suivent de mémoire, mais ce n'est pas très grave. On avait effectivement fait un prévisionnel d'exploitation, un business plan, et puis on avait été très prudent sur l'évolution du chiffre d'affaires, puisque le contexte de la distribution fait que les parts de marché des différentes enseignes varient plus ou moins. Nous, on a la chance d'être dans le groupe de tête des distributeurs, puisqu'on est maintenant en France le premier distributeur avec 22% de parts de marché. On a gagné 0,4 encore cette année. Donc ça fonctionne plutôt pas trop mal sur nous. Mais il faut faire preuve de beaucoup d'humilité parce que les marchés évoluent très très vite. Et notamment les acteurs d'Internet influent beaucoup. Par exemple, je vous cite un exemple, 30% du marché du jouet en 3 ans est passé sur le net.
Donc tous les ans, nous on vendait au moment de Noël beaucoup de jouets et 30% de ce marché-là est passé sur le net. Donc il faut anticiper ces choses-là. Du coup, j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais. Quantification de votre retour sur investissement. Oui. Donc dans ce prévisionnel, on avait fait cette prévision très modeste d'évolution de chiffre d'affaires de l'ordre de 2%. Donc c'était quand même 2% par an sur un certain nombre d'années, c'était quand même très modeste. Et puis, ce qu'il faut savoir chez Leclerc, notre performance prix, qui explique notre performance économique, puisque depuis 60 ans que l'enseigne existe, on est leader sur les prix. Ça nous est beaucoup reproché par certaines personnes, certains industriels ou le monde agricole, etc. Mais on oublie souvent que la performance prix, elle n'est pas que la capacité à bien négocier l'achat de ses produits en les massifiant. C'est aussi la capacité à gérer ses outils. Tous les outils chez Leclerc, notamment les centrales régionales ou la centrale nationale, sont des outils coopératifs qui ne sont pas des centres de profit, puisqu'on est dans un centre d'un groupement d'indépendants. Et tous les outils ont pour vocation d'optimiser la bonne gestion des points de vente, tournés vers le consommateur. Donc il n'y a jamais de profit dans les outils intermédiaires, et s'il y a des excédents de résultats, ça va de toute façon au magasin. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, un outil comme la Socamen, en termes de coût, coûte environ 4% du total du chiffre d'affaires, en termes de coût de fonctionnement voilà, au quotidien. Si on compare par rapport à d'autres distributeurs, je ne vais pas les citer, mais voilà, c'est une notoriété publique, on a des coûts qui sont de l'ordre de 8, 10, 12%. Donc cet écart de coût, de gestion de nos entrepôts, vous la retrouvez dans les prix, parce que nous, on répercute tout aux consommateurs. Donc voilà. Alors on n'est pas des philanthropes, il faut que les magasins gagnent leur argent pour pouvoir investir et se moderniser, mais néanmoins, tout ce qui est en amont va dans les prix consommateurs. Donc ça, c'est important de le préciser. Et donc dans notre prévisionnel, on avait un coût de 4,2%. Donc on a intégré les embauches, le coût d'investissement, l'amortissement du matériel, etc. Et donc on avait une période de ciseaux où pendant 2 ans, ce coût augmentait à 4,40, 4,50, 4,60 pour redescendre à 4,40, 4,30, 4,20 et puis après un petit peu inférieur au coût actuel. Donc ça, c'était l'idée, c'était avec cet outil, ça ne coûte pas plus cher qu'aujourd'hui. Et c'était la réalité. Aujourd'hui, on a eu cette période de... Il ne va pas me répondre sur le retour sur investissement. Non, en fait, c'est un projet donc, de 70 millions d'euros, grosso modo. Est-ce que vous arrivez à évaluer un petit peu, au-delà de tous les bénéfices induits dont on a parlé sur l'emploi, etc., ce que ça vous a rapporté? En termes de financier? Oui, en termes de gain de productivité. Alors, en gain de productivité, alors ce qu'il faut, c'est très compliqué cette question-là par rapport à notre process, pas lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un robot, on va prendre l'exemple d'un robot, un robot palettise jusqu'à 600 ou 700 colis par heure. Un préparateur fait 100 colis par heure. Ça, c'est important de le savoir. Et encore une fois, on est sur des charges lourdes pour nos préparateurs. Quand je dis charge lourde, c'est les bidons d'huile, c'est tout ce qui va être vin, c'est les aliments pour chiens, chats, etc. Et ça, tout ça, c'est très très lourd. Cette machine, alors il y a du foncier, il y a du logiciel, il y a beaucoup de logiciels. On estime à peu près, alors on le cale par rapport aux durées d'amortissement, on est sur du 12 ans à peu près. D'accord. D'accord. Mais on n'est pas dans un monde classique dans notre entreprise pour vous faire un ROI. Je comprends. Voilà, d'accord. Très bien, merci à vous deux. Vincent, je t'ai vu écouter avec beaucoup d'attention. Est-ce que tu peux nous faire un feedback sur cette intervention avec ton œil d'expert et les expériences que tu as déjà eues de digitalisation d'entrepôts? Les experts, c'est eux, ils l'ont montré là. C'est d'ailleurs, je suis un peu sec là parce que c'est hyper complet, c'est très précis, c'est redoutablement efficace. Si on pensait que Leclerc était des épiciers, en fait, ce sont d'abord des logisticiens, on le voit bien. D'ailleurs, c'est un peu aussi la force d'un Amazon qui vient vous challenger. C'est bien sur ces problématiques-là. En tout cas, chapeau. Parce que ça a été mené de main de maître, en tout cas le projet. Qu'est-ce que je peux vous dire du coup plus qu'un regard d'expert, c'est peut-être essayer de donner juste un regard, réagir sur 2-3 points. Le premier point, c'est sur l'environnement et sur le fait qu'une entreprise, il faut l'inscrire dans le changement en anticipant. Et là, c'est bien ce qui est dit aujourd'hui. L'innovation sous contrainte, elle est toujours beaucoup plus difficile à engendrer, à emmener. Donc,
Là, il y a eu vraiment une démarche d'anticipation et elle se fait par le voyage. On l'entend souvent, ça revient régulièrement ça dans les entreprises. Ça a été mon cas aussi sur un certain nombre de sujets. Le voyage est hyper important, d'abord parce qu'on change complètement d'environnement nous-mêmes. On est avec d'autres personnes à visiter, on réagit, on bouge. Donc ça nous invite à s'inspirer de ce qui peut se faire ailleurs. Il y a des choses qui sont mieux, il y a des choses qui sont moins bien, mais en tout cas, voilà, je pense que ça c'est un élément important, c'est de s'extraire de son quotidien pour pouvoir anticiper. C'est la meilleure des choses à faire et je vous invite vraiment à le faire. C'est un élément important. Le deuxième point, c'est le facteur humain. Là, on l'a énormément entendu. On ne fait pas le changement contre les gens. Alors, on en a l'illustration magnifique dans ce pays, mais on a beau être le meilleur technicien de son sujet, faire le plus beau des outils, ça peut paraître complètement évident qu'il faut faire ce changement. Eh bien, on a en face de nous des personnes qui, tant qu'elles ne l'auront pas intégré, bloqueront. Moi, j'ai l'exemple chez 50 Truck où on a fait un assistant d'exploitation pour les exploitants. Ça leur fait gagner un temps de dingue, ça réduit la pénibilité de leur travail. Mais eux, aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été dit au début du film par un des adhérents, on ne veut pas être tributaire d'un outil qui nous change notre manière de travailler, quoi. C'est d'abord ça. Donc la conduite du changement, la pédagogie dans laquelle vous vous êtes inscrit, elle est extrêmement importante. Et ne pas investir sur cette partie-là dans l'innovation, c'est une erreur fondamentale. Et donc, il faut prendre le temps, même si ça nous paraît complètement évident. Je donne un exemple aussi. En Allemagne, la robotisation n'a supprimé, ils sont très, très, très en avance par rapport à la France sur la robotisation. Ça n'a pas détruit d'emplois, bien au contraire. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, regardez le mal qu'on a à recruter des gens sur des métiers difficiles. Donc vous imaginez bien que les gens demain seront beaucoup plus à même de faire un métier qui sera moins pénible que ça. Mais bon, là encore, ce sont des évidences. Tant que les gens ne sont pas convaincus par ça, et ceux qui le font, ça ne bougera pas. Et puis le dernier point que je voulais mettre au jour à votre regard aux uns et aux autres, les investissements, ils se font quand ça marche. L'investissement en innovation, l'investissement dans le changement dans vos entreprises, ils se font quand ça marche, quand il y a du cash qui rentre dans les caisses. Et très souvent, on est tenté, on a la tentation de se dire « Non mais attends, ça fonctionne très bien, il vaut mieux mettre 1 euro tout de suite dans la machine où je sais que ça devient 1,7, 2,5 ou 3 euros, plutôt que de mettre de l'argent dans des trucs où je ne sais pas encore tout à fait ce que ça va pouvoir donner. » Cet investissement, il se fait au moment où on a les moyens et pas quand on est contraint de le faire, parce que sinon, en général, il est souvent trop tard. Donc voilà, c'était les 3 points sur lesquels je voulais revenir. Merci beaucoup Vincent. Je crois qu'on va pouvoir prendre quelques questions de la salle. Donc si vous avez eu l'opportunité de nous poser, de leur poser quelques questions, on va pouvoir les prendre maintenant. Alors la première qui s'affiche, les opérateurs ont-ils participé au choix du prestataire ? J'imagine que lorsque vous parlez d'un opérateur, ça va être les préparateurs de commandes. Bon, chez nous, c'est quand même les adhérents qui ont l'argent. On les a fait participer de façon très fortement, comme je disais tout à l'heure. On a emmené 3 personnes en Hollande, dont un délégué CGT, qui nous a accompagnés pour voir ce qu'était la machine de chez Van der Lande. Ils ont participé là-bas à la palettisation et à la dépalettisation, puisque chez Van der Lande, ils avaient minimisé la machine. Donc on était déjà sur un robot. Et ils ont travaillé pendant 1 ou 2 journées déjà à faire que ça, voir un petit peu déjà tous les postes. Et en plus, à partir de ce moment-là, ils nous ont aussi apporté des idées que nous n'aurions pas forcément pensé non plus. Ils nous ont apporté des idées justement pour améliorer la qualité du poste. C'est tout simple. On a un poste de ce qu'on appelle la dépalettisation. On a mis un petit ascenseur, puisqu'on a des gens qui sont grands et on a des gens qui sont petits. On a des hommes grands, des femmes petits, parce qu'on embauche aussi beaucoup de femmes. Et quand ils arrivent devant leur poste pour dépalettiser, ils appuient sur un bouton et ça leur permet de se mettre juste à niveau. Pareil, là où glissent les colis que vous avez vus tout à l'heure, bon, ça c'est nous qui avons une idée, on a fait en bois, parce que le bois c'est beaucoup plus chaud qu'un métal. Donc, vous voyez, c'est des petits exemples comme ça, mais le fait de les faire participer, ça permet aussi pour eux d'apporter leur petite touche. Donc s'ils n'ont pas choisi le prestataire, en tout cas ils ont eu l'opportunité de pouvoir améliorer et proposer des choses très pratiques. Ok.
Une autre question, le budget du projet. On en a un petit peu parlé, mais on est... Comme disait Jean-François tout à l'heure, l'enveloppe globale, c'est 70 millions. Le 70 millions, il y a du terrain à l'intérieur. Il y a un bâtiment frais en plus il y a 2 cellules de 6 000 m². Il y a l'entrepôt grande hauteur automatisé, c'est 6 000 m² sur un bâtiment qui fait 42 mètres de haut. Et ensuite, on a tout le système de la préparation automatisée de commandes, c'est-à-dire avec les robots. Et ce qu'on appelle aussi un shuttle, c'est là où vont rentrer tous les petits colis. Le budget global fait 70 millions d'euros. Et la partie process pure, on arrive à peu près à 35 millions, moitié moins. D'accord. OK. Comment et en combien de... Avec les honoraires de la société SDZ. Okay. Comment et en combien de temps se sont adaptés vos salariés? J'imagine qu'il y a peut-être des choses qui sont même encore en cours. Globalement, vous diriez que ça a pris combien de temps? C'est très rapide. Preuve en est, c'est que j'ai fait de la préparation en dépalettisation, moi, il y a encore un mois. J'ai passé ma journée avec eux. J'ai fait tous les postes sur une journée. Je pense que pour obtenir la rapidité, au bout d'une semaine, les gens sont complètement formés. Et ce qu'ils apprécient, encore une fois, c'est de tourner sur les postes. C'est de ne pas faire tout le temps le même travail. Ce que je peux compléter, c'est qu'en fait, on a fait une montée en charge progressive. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit, on appuie sur le bouton et toute la marchandise rentre dans l'entrepôt grande hauteur et du jour au lendemain, nos 8 ou 10 000 références, elles sont gérées par le process. Ça s'est fait sur une période de 1 an et demi même. Hein. Et on a notamment levé le pied dans la période de Noël l'an dernier, où là, c'est des périodes de grosse fréquentation des points de vente. Et pour ne pas perturber un petit peu les magasins dans la façon de passer les commandes, on a stoppé la montée en charge du process pour la reprendre après en janvier. Donc ça permettait aux salariés d'avoir des périodes d'adaptation et d'activité plus calmes pendant lesquelles ils pouvaient mieux se former. D'accord. Ok, donc vous diriez que ça a mis, ça s'est étalé sur 1 an et demi. Sur 1 an et demi. Mais finalement, la prise de poste est relativement rapide. Ouais, c'est quelque chose que vous mesurez, ça, au-delà du fait que vous y allez et donc vous vous rendez compte, mais comment vous mesurez on arrive à mesurer au niveau de la productivité journalière, puisqu'on sait qu'on doit faire 62 500 colis par jour. Alors, je ne vais pas vous cacher, oui, on a eu des pannes avec notre prestataire Vanderland. Hein. C'est normal. Il faut bien que le process tourne. Mais à partir du moment où on arrive à faire une production sans panne technique sur une journée, on doit terminer notre journée avec les 62 500 avec le nombre d'heures travaillées qui va juste en face. Si on arrive à moins, c'est qu'on a eu un problème. Après, il faut trouver la cause du problème et puis on détermine et on travaille justement avec notre chef de projet sur le sujet. Okay. Merci beaucoup. Je ne sais pas où on en est au niveau du timing. Je crois qu'il reste 1 minute, alors on peut prendre peut-être une prochaine question. Est-ce que cette logistique va être déployée dans d'autres entrepôts? Alors, nous sommes des indépendants, il faut le crier haut et fort. Dans d'autres entrepôts Leclerc ou l'entrepôt de la Socamen? Parce qu'en fait, sur le site, on a 5 bâtiments. Donc on va faire cette deuxième tranche pour le SEC dans les années à venir. En parallèle, on réfléchit sur l'automatisation des produits fermes malgré tout, même si au départ, ce n'était pas forcément efficace économiquement de le faire, mais la technique évolue, notamment sur les fruits et légumes. Après, dans d'autres entrepôts Leclerc, on en a 16. Il y en a déjà un certain nombre qui ont fait des démarches d'automatisation. Et donc, progressivement, la quasi-totalité des entrepôts va être automatisée. Pas forcément en totalité, mais progressivement, avec des process qui ne sont pas forcément celui-ci. En région parisienne, il y a une centrale qui va prendre Vanderland. Il y en a une autre qui a pris dans le centre de la France Dematic, le français. Il y en a dans l'Est, ils ont pris Vitron, l'allemand. Nous, on n'a pas pris Vitron parce que c'est un peu le Apple de la logistique, du process, parce qu'on ne voulait pas être dépendant sur les programmes informatiques. On voulait un système qui soit beaucoup plus souple. Et Vanderland nous a apporté cette souplesse. Ok, donc ça va faire des petits, j'allais dire, voilà. Au sein de... Et chez Leclerc, chez un groupe en indépendant, chacun mène ses expériences. Alors ça peut paraître bizarre parce que c'est des investissements lourds, mais on est en fait les réussites ou les échecs des uns et des autres fait qu'au global on s'améliore en permanence. On se voit tous les jeudis avec les collègues, tous les lundis et mardis à Paris, parce qu'on est impliqué dans les outils collectifs comme je vous le disais tout à l'heure. Et cet échange d'expériences et pour trouver des solutions à nos échecs ou valoriser nos réussites fait que l'enseigne progresse au global. C'est valable pour les entrepôts, c'est valable pour les points de vente également. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous tous pour vos questions. Je vous souhaite une excellente journée sur le Digital Change.